Ordi pour projeter là. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je pense qu'il faut juste éliminer le son. Oui, très bien. Donc, ce sont les joies d'être en retour pour un séminaire en présentiel. Bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous voir ici. Je suis ici avec mes amis Luciana, Marc. Donc, c'est la preuve. Hein. On existe. Et donc, on est ici à Dauphine aujourd'hui. Je vérifie que tout le monde entend bien. Vous m'entendez? D'accord. Et donc, avant de dire quelques mots sur Fabienne, notre intervenante d'aujourd'hui, je donne la parole à Luciana, qui va parler un peu de Discordnet. Oui, merci beaucoup, Johannes, et merci à tous d'être en ligne et en présentiel. Discordnet ou Discordnet est une association internationale d'études du discours qui a été créée en septembre 2019, mais officiellement décembre 2019, qui a quelques années déjà d'existence. Avec Johannes, on a fait partie du conseil de cette association jusqu'aux dernières élections de décembre, où une nouvelle équipe a pris en charge ces questions de gouvernance de l'association, mais nous restons bien sûr très activement impliqués dedans. Discordnet est le lieu où tous les chercheurs qui travaillent sur la question du discours et donc dans toutes les disciplines qui peuvent être impliquées dedans, que ce soit de la sociologie, des sciences de la communication, de la linguistique, sciences de la communication, j'ai dit, sociologie de la communication. Qu'est-ce qu'on a aussi? Media studies partout, un peu en Europe, un peu moins en France tel quel. Et donc, nous organisons entre autres des séminaires comme celui de Paris. Il y a le séminaire de Londres qui est aussi très actif et très intéressant. Et nous organisons également des conférences, des colloques et des congrès. Et le congrès numéro 4 du réseau Discordnet aura lieu l'année prochaine à Valence, en Espagne, et vous êtes tous très chaleureusement invités à proposer des communications ou des panels. L'information se trouve sur notre site et on va vous mettre le site dans le chat, comme ça vous aurez tous accès à ces informations. Bien, bonne séance, c'est la dernière séance de l'année et à tout à l'heure pour la discussion. Merci beaucoup. Comme Luciana l'a dit, c'est la dernière séance de cette année. On va parler de la programmation de l'année prochaine. Et si jamais vous avez des idées, c'est tout à fait bienvenu de rentrer en contact avec nous. J'ouvre la séance d'aujourd'hui avec Fabienne Beider. Bienvenue ici dans notre séminaire. Tu as eu une carrière très internationale en commençant au Canada. J'imagine que tu es canadienne. Tu es bien connue dans le monde entier pour tes travaux sur le discours des médias sociaux, qui est un sujet très actuel. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient bien savoir plus sur ces questions-là, sur ce champ qui est en plein effervescence. Je te donne la parole aujourd'hui, Fabienne. Bienvenue d'être ici et je te donne la parole. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Johannes, de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Je suis en train de créer pas encore. Justement… Ah, vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Johannes a l'air inquiet? Non, c'est bon. Excusez-nous, c'est bon. Excusez-moi, pardon. Ok, parce que là, moi-même, à l'université, je suis en train de créer un petit laboratoire Disconzo, discours, contexte et société. Donc, ce sera bien si on pouvait justement peut-être collaborer.
Alors, aujourd'hui, c'est bon? Bon. Alors, aujourd'hui, et c'était le but de la rencontre, c'était le discours de haine implicite, parce qu'on a beaucoup parlé du discours de haine explicite et beaucoup moins du discours de haine implicite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partager mon écran. J'aurais voulu quelque chose d'un peu interactif, donc j'ai fait un petit exercice aussi avant. Alors, je vais partager mon écran si c'est possible. Où est mon écran? Alors, attendez. Est-ce que je vois mon écran? Advance, PowerPoint. Alors, si je ne vois pas mon PowerPoint, ça commence à devenir… Je vais juste faire… Bon, save. J'essaye de fermer toutes mes… attendez, je suis désolée là, parce que je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas mon PowerPoint. Alors, share screen. Share. PC. Non, il faut aller partout là. C'est dingue ça. Paris. Je suis désolée, mais franchement, c'est… J'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Ça y est, j'y suis. Ça y est, vous me voyez? Parfait, merci beaucoup. Oui, je suis désolée, là, vous avez fait tout le cheminement autour de mon disque externe. Alors voilà, le discours de haine implicite, comment évaluer la performativité? On y va. Alors, j'avais prévu, alors est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça ne… Bon, alors, il faut que je fasse comme ça, d'accord. Alors, le résumé et les objectifs de cette rencontre. Ce que j'avais envoyé comme résumé, c'était que la majeure partie des recherches étaient consacrées au discours de haine sur des discours explicites à la haine ou à la violence contre une communauté spécifique ou un individu appartenant à cette communauté. Et d'ailleurs, l'automatisation de la recherche des discours de haine est surtout explicite parce que ça a d'abord été fondé sur des mots-clés. Donc insultes, injures, etc. Bon, les informaticiens ont fait beaucoup de progrès et ils incluent de plus en plus des éléments rhétoriques, mais ça reste toujours assez figé dans le lexique. Alors, qu'en est-il des appels à la violence par inférence? Alors, est-ce qu'ils sont moins performatifs que les appels explicites, et surtout, d'un point de vue juridique, comment on va catégoriser, comment on va analyser ce genre de discours et comment on va y répondre. C'est surtout ça, en fait, ce que je veux voir, dans la mesure où j'estime qu'en tant qu'analyste du discours, surtout sur les réseaux sociaux et en particulier avec des discours discriminatoires, on a une responsabilité tout de même d'avoir un impact social par rapport à notre objet de recherche. Alors, sur la base d'exemples en ligne et hors ligne, on va analyser la performativité de certains discours et je vais utiliser un test juridique qui fait partie du plan de Rabat de 2012. C'est une convention qui avait réuni des experts juridiques et qui avait mis en fait en œuvre tout un plan pour le discours de haine. Ça a été complètement oublié. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu le bon lobby ou je ne sais quoi. Et pourtant, c'est une convention qui est très importante, nous allons le voir. Alors, j'avais prévu tout de même des échanges en 4 temps. Alors, un petit exercice d'abord, discours de haine ou pas. Je vais vous montrer deux petits textes, 2 commentaires, et ensuite 2 pancartes ou tweets, et voir un petit peu la réaction. Votre réaction, est-ce que vous, c'est un discours de haine implicite, explicite, et pourquoi? Et ensuite, je vais rappeler les définitions des discours de haine explicite et implicite. Ensuite, alors j'ai mis 15 minutes juste pour rire, quoi. C'est simplement pour essayer d'être dans les temps. L'importance du discours de haine implicite
dans l'évolution vers des crimes de haine. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, oh, mais des métaphores racistes, sexistes, homophobes, oh, mais c'est juste des éléments de langage, ou bon, on ne va pas tout contrôler. Je suis bien d'accord, on ne va pas tout contrôler, c'est d'ailleurs pas le but. Mais c'est important d'être conscient que c'est comme ça que ça commence. Hein, pour aller vers des crimes de haine comme les spécialistes de génocide comme Chabas l'ont bien montré, avec aussi toutes les études sur les Tutsis et les au Rwanda. Ensuite, le temps 3, c'est le test du plan de Rabat. Donc, on va prendre un exemple, c'est la pancarte de Christophe. Je ne sais pas si vous connaissez cette pancarte, et qui a été, bon, je vais pas, bon, si vous la connaissez, vous savez quel a été le résultat, mais on va essayer de l'analyser avec un test pour voir comment on peut juger si c'est un discours de haine implicite. Et enfin, la réponse institutionnelle. Comment les institutions ont répondu à la pancarte de Christophe ou de Fristo. J'ai aussi l'exemple d'un tweet de Trump, comment Twitter a répondu et comment on peut suggérer une autre réponse par rapport à ces manifestations linguistiques. Alors, discours de haine ou pas? Alors, vous avez ici 2 extraits de nos bases de données. Alors, il n'y a qu'une seule solution, brûler tous les éliminer, il ne faut en laisser aucun vivant. Et ensuite, nous avons, nous, les vrais Polonais ne seront jamais d'accord pour recevoir ces assassins, cette secte. C'est une menace pour les pays modernes d'Europe et du monde. La Pologne n'est pas pour les migrants. Alors, quelle est votre réaction? Vous pouvez le mettre dans le chat ou en présentiel. Est-ce que le premier, pour vous, c'est discours de haine explicite, implicite, pas discours de haine, expression discriminatoire, ou etc. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Au premier et au deuxième. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit échange pour que ce soit un petit peu plus dynamique? Alors c'est Emmanuel qui explique le discours de haine explicite pour numéro 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, moi, je veux du répondant. Il n'y a pas que moi qui parle, sinon, ce n'est pas juste. Discours de haine, mais c'est explicite et implicite. Alors, discours de haine, oui, et c'est explicite. C'est explicite parce qu'il y a vraiment l'appel clair à la violence et à la haine. Mais qu'est-ce que la haine? Le problème, c'est qu'on dit la haine, mais on n'a pas défini la haine. Enfin, disons que moi, j'ai travaillé sémantiquement sur la haine, mais dans les discours et dans les définitions, il ne parle jamais de ce qu'est la haine. Mais c'est certainement un appel à la violence contre une communauté spécifique. Et là, j'ai mis des XX parce qu'il y a un gros problème d'éthique quand on travaille sur ce genre de discours, dans la mesure où on a des commentaires qui sont en fait pris de base de données, et bon, c'est traduit, donc on ne peut pas les retrouver, parce que ce n'est pas dans la langue originelle, mais le problème, c'est qu'on discrimine vis-à-vis de certaines communautés en justement propageant d'une certaine manière ces discours. Donc, il y a un petit problème éthique aussi auquel il faut penser. Bon, je n'ai toujours pas résolu celui-là. Alors ensuite, nous avons, nous les vrais Polonais ne serons jamais d'accord. Comment est-ce que vous voyez ça? Implicite ou explicite? Alors, Amal, vous dites que c'est explicite. Alors, est-ce que c'est un appel à la violence claire et un appel à la haine claire contre une certaine communauté? Est-ce que c'est explicite? Est-ce qu'on dit qu'on va éliminer, qu'on va tuer, qu'on va torturer, etc.? Non. On est bien d'accord, ce n'est pas explicite. C'est un discours de haine, bien sûr, mais c'est implicite. C'est que par inférence, si ce sont des assassins, alors non seulement on ne va pas les recevoir, et si on les reçoit, on va les considérer comme des assassins. Voilà, cependant, discours de haine. D'accord, on est d'accord. Attendez, je n'ai pas vu tous les trucs sur le chat. J'ai vu non, cependant, discours de haine explicite. Le deuxième cas aussi. Qui est si c'est des moustiques? Oui, évidemment, le XX, si c'est des moustiques. Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais même si c'est des moustiques, si on est pour les animal rights, les droits des animaux, je suis
Je ne suis pas pour les éliminer, il ne faut pas en laisser aucun vivant, en plus ils sont très importants pour la biodiversité, pourtant je suis allergique aux moustiques. Donc voilà, donc bon, ça c'était pour se mettre en train. Alors maintenant au niveau sémiotique, voilà, alors on a là, alors là je suis devant Frisco, alors je vais essayer de m'enlever de Frisco, donc en bas nous avons. Ça commence avec les moustiques, et puis oui, ça c'est vrai, parce que les moustiques viennent d'un certain pays, enfin, etc. Et donc, vous avez la pancarte de Fristote, d'accord, avec Meki, traître, et puis une série de noms, et vous avez le tweet de notre charmant Trump que je voudrais essayer de… Voilà, ici. Alors, voilà le tweet de Trump. Donc, c'est… comment dire… Ah, Sags. C'est Zurich, comment on appelle ça, Hurricanes. Je ne me rappelle plus. Enfin, ces mauvais garçons, mais en fait pire, sont en train de déshonorer la mémoire. Voilà, cette racaille. Ah ben voilà, exactement. Cette racaille déshonore la mémoire de George Floyd et je ne vais pas laisser ça se passer. Je viens de parler au gouverneur Tim Walz et je viens de lui dire que l'armée est avec lui. Et complètement avec lui. S'il n'y a aucune difficulté, nous allons prendre le contrôle et quand le chapardage commence, on va commencer à tirer. Si on commence à voler, on va commencer à tirer. Merci. Donc ça, c'était à Minneapolis quand il y a eu les émeutes. Par rapport à l'assassinat de George Floyd par la police. Alors pour vous, oui, voyous, racailles, etc. Ah oui, les sangliers dans le vocable des identitaires. Ah oui, je ne connaissais pas les sangliers dans le vocable des identitaires. C'est intéressant. Il faudra qu'on garde le chat, c'est très intéressant. Alors, pour vous, comment est-ce que vous voyez les deux, celui-là et l'autre qui est de Fristo, donc Meki. Alors, c'était dans une démonstration anti-pass sanitaire et il y avait ces noms. Alors, le Meki, il y a des petites cornes et puis au-dessus, il y a le nom de Rockefeller. Alors, il y a Attali, Bouzy, Natal, Véran, Drahi, Macron, Soros, Schwab, Bernard-Henri Lévy et Ferguson. Donc, comment vous réagissez ? Parce que, en fait, les institutions ont réagi par rapport à ça et on va réanalyser avec le test pour voir comment la justice aurait pu réagir. Alors, le exemple 1 explicite et l'autre non. Bon, et on dit, d'autres pensent que justement le deuxième est clairement antisémite, message implicite antisémite. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas évident. Hein, il y en a, on dit que pour Trump, c'est explicite. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est explicite. Et ensuite, parce que bon, je suis d'accord, mais il faut ça, on va voir pourquoi. Et pour Fristo, c'est explicite ou implicitement antisémite. Alors, les deux, et c'est antisémite par contexte. Voilà, par contexte. Mais le contexte, ça veut dire que c'est de l'implicite. Oui, explicite 1, le 2, c'est antisémite par contexte. Bon, alors, on est d'accord, donc le 1 est explicitement. Pourquoi c'est explicite ? Pour… oui, les frontières sont fragiles, tout à fait d'accord avec Julien. Ah oui, non, mais c'est bien pour ça. C'est pour ça que la poursuite judiciaire est très difficile. Hein. L'importance du contexte, justement, on va le voir. La Convention de Rabat, c'est tout au sujet du contexte, c'est-à-dire le contexte social, politique, la personne qui parle, quand est-ce qu'elle parle, quel est l'impact, etc. Alors Trump, alors voilà, alors dans le chat, vous dites que Trump, clairement, c'est un appel à la violence.
Alors, non seulement c'est un appel à la violence, mais en plus, c'est contre une communauté spécifique. Hein. Voilà, alors le sémantique de shooting, oui, alors est-ce qu'on peut expliciter sémantique de shooting, c'est-à-dire tirer sur la foule, hein. Est-ce que quelqu'un veut parler pour le sémantique de shooting? Justine, vous voulez dire quelque chose par rapport à la sémantique? Oui, par rapport à ce que vous disiez précédemment, le fait qu'il y ait explicitement dans le verbe, dans les mots, l'idée de violence explicitée, quoi. Oui, non? Alors justement, oui, alors, mais en fait, il dit nous sommes prêts à. Hein, nous sommes prêts à. Et alors, la défense de Trump, on va voir comment la réaction de Twitter à la fin, hein, parce que je ne vais pas tout donner au début, sinon ce n'est pas marrant. Alors, la défense de Trump, c'est mais non, je n'ai pas donné d'ordre. J'ai simplement dit ce qui allait se passer. Je n'ai pas donné la commande, j'ai simplement, en fait, j'ai voulu protéger les gens pour leur dire ce qui allait se passer si il y avait des vols, etc. Donc, vous voyez, il a défendu l'intention, parce qu'on va voir que l'intention est fondamentale dans le discours de haine, il a défendu qu'il n'avait pas l'intention de faire quelque chose de mal, il avait simplement l'intention de protéger la population d'être victime justement des tirs de la police pour protéger le reste de la population. Donc, voilà comment il s'est protégé. Et surtout, il y a le contexte, parce que le contexte du message de Trump, c'est en fait l'expression « when the looting starts, the shooting starts ». Parce que ça vient, en fait, c'est une expression qui a été utilisée par le chef militaire en 1967 lors des émeutes noires. Hein, et il y a eu justement des assassinats par la police. Donc, c'est le contexte encore plus qui fait que c'est un appel à la violence, que c'est un appel explicite à la haine, dans la mesure où, et on va voir aussi, c'est en quelque sorte le chef de l'armée, Trump. Donc, il a le pouvoir de donner justement l'ordre. Donc, tout ce contexte de qui parle, quel est le contexte aussi historique, est-ce que ça a été diffusé largement, quel peut être l'impact sur le public, etc. Tout ça, ça fait le contexte pour expliquer est-ce que c'est un appel à la haine et est-ce que c'est explicite. Donc, dans ce cas-là, je dirais que c'est effectivement explicite. Et dans le cas de Fristo, c'est plutôt implicite, on va voir, parce qu'il faut tout de même faire beaucoup d'inférences, et des inférences qui apparemment certaines personnes n'ont pas faites s'ils ne connaissent pas les théories du complot, etc. etc. Donc, je voulais juste avoir un petit peu des réactions avant qu'on se lance dans les définitions et qu'on se lance dans l'analyse beaucoup plus fine. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ou ça va? On peut continuer? C'est bon? Vous pouvez mettre des pouces, hein? Vous pouvez réagir. Oui, on peut continuer. Ah, ok, c'est bien. Alors, maintenant, le discours de haine explicite et implicite, donc on finit le premier temps. Alors, oui, tout le monde l'a dit que, attendez, je vais plutôt là, que les discours de haine explicite n'ont pas été, il n'y a pas de consensus, on le sait, mais il y a quelque chose qui fait consensus, c'est que c'est inciter à une discrimination. Alors, pour les Nations Unies, c'est discrimination raciale ou des actes de violence contre toute race ou groupe de personnes d'une autre couleur ou origine ethnique, ça c'est en 1965. En 2008, le Conseil de l'Union européenne, qui est appliqué dans tous les pays de l'Europe, c'est aussi une incitation publique à la violence ou à la haine, et encore une fois liée à la couleur, à la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. En revanche, moi je prends en compte le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est connu pour les juristes comme le ICCP, l'International Covenant on Civil and Political Rights, qui est un appel à la haine discriminatoire et qui constitue une incitation à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence. Mais il n'y a pas de groupe spécifique, parce qu'on peut tous et toutes devenir un groupe spécifique dans certaines sociétés. Il y a par exemple en Angleterre les Goths,
vous savez, ceux qui sont dans avec certains vêtements noirs, bizarroïdes, enfin bizarroïdes pour si on ne les a pas, qui ont été assassinés parce qu'ils étaient goths. Donc, eux deviennent une communauté spécifique. Donc, c'est pour ça, restreindre à la religion, et aux origines ethniques, c'est en fait laisser de côté un certain nombre de communautés et évidemment la préférence sexuelle et le genre, hein, qui ne sont pas présents dans ces définitions. Alors, je veux aussi définir le terme de haine et de incitation qui sont fondamentaux évidemment aux analyses. Hein, la haine fait référence à une émotion intense et irrationnelle de détestation envers le groupe cible, mais surtout, hein, c'est une émotion complexe basée sur la colère, la peur et le ressentiment. Alors moi, je veux bien, comme Brown qui dit que le discours de haine, ce n'est pas la haine, n'empêche qu'on retrouve toujours ou la colère ou la peur, et très souvent, et en fait, je dirais presque toujours le ressentiment. Et c'est important pour justement répondre, parce que si on ne prend pas en compte l'origine de ces discours, eh bien, on ne fait que opprimer ces émotions qui vont ressortir à un certain moment ou dans le dark web ou dans d'autres explosions sociales. Alors, le terme incitation qui fait référence à des déclarations qui créent un risque imminent de discrimination. L'incitation est très important. Le concept, hein, parce qu'il est clé dans les poursuites judiciaires, parce que si quelqu'un incite directement ou indirectement à commettre une infraction à une loi, hein, nationale, il est légalement coupable. Il n'y a que l'incitation qui compte, peu importe en fait le résultat. Donc ça, c'est important parce que justement, ça influence dans les analyses. Bien, alors nous avons donc le discours de haine explicite, évidemment, il n'y a qu'une seule solution, les brûler, donc on est d'accord. Et ensuite, le discours de haine implicite, effectivement, le langage ne doit pas, on est linguiste, hein, ne doit pas contenir des insultes, ou on est sociologue, etc., pour être un discours de haine. Et justement, les formes contemporaines de racisme ne sont pas basées sur des discriminations directes, mais beaucoup plus subtiles, comme des références à la culture ou à certaines différences, etc. Alors, on cite beaucoup d'Ovidio parce que c'est les anglo-saxons, mais n'empêche que Taguieff, hein, depuis 1995, l'a cité, il est trop souvent oublié. Donc, le discours implicite, c'est justement ne reproduisent pas directement les stéréotypes par référence conventionnelle, mais justement font des inférences à ces stéréotypes. Alors, donc on a fini notre temps premier. Donc voilà, alors justement, discours de haine implicite, ça résulte en un appel potentiel à la violence et à la haine. Donc, et la charia, et Daesh, et des tas de mosquées, et les djihadistes, et des explosions, et des mains et des jambes mutilées. Le progrès arrive enfin. Donc ça, le sarcasme, c'est très présent, hein, dans tout ce qui est discours de haine implicite, et pour être compris, les inférences doivent être fondées sur un terrain commun, qu'on appelle le common ground, mais ce terrain commun fait référence justement à des préjugés, des stéréotypes, et donc les renforce et les fait circuler. Le résultat est le même que explicite, mais de manière beaucoup plus subtile. Alors, le temps 2. Importance du discours de haine implicite dans l'évolution vers des crimes de haine. Donc, c'est là où je voulais vous indiquer. Le discours de haine implicite crée le carré idéologique donné par Van Dyck et intensifie les rapports de force. Explicite, bien sûr, on le voit, tandis qu'implicite, il le fait, mais on le voit beaucoup moins. Donc, qu'il soit implicite ou explicite, il fait partie d'un processus, ce discours fait partie d'un processus social fondé sur des rapports de force qui englobe ce que Van Dyck a appelé le carré idéologique. C'est le fameux, ça paraît très simpliste, mais vraiment c'est ça
qui gouverne. Si vous regardez tous les discours populistes extrêmes, parce que bon, populiste, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins populiste en ce moment, mais extrême, il y a vraiment l'accent de nos bons côtés, nos qualités, nos bonnes actions, etc. Et surtout mettre en évidence les problèmes, les défauts. Alors les médias, bon, je le vois ici à Chypre, dès qu'il y a des nationalités, on sait que ça va être albanais, roumain, bulgare, hein, et c'est lié à des vols, méfaits, etc. Donc c'est là où se font justement les préjugés. Et les préjudices, et en fait l'interaction qui devient polarisée. Et de fait, ces processus ont toujours conduit, s'ils n'ont pas toujours conduit à des crimes de haine, ils ont toujours précédé des crimes de haine, toujours. Le discours implicite ou explicite, et les deux d'ailleurs, ont toujours été présents avant, par exemple, des génocides comme pour les Tutsis et la fameuse radio des 100 collines ou 1000 collines. Alors, moi, je le mets dans le processus d'aliénation. Moi, j'avais proposé le processus d'aliénation où, justement, dans la première étape et deuxième étape, les discours implicites ont une très grande importance. Après, troisième, quatrième, c'est vraiment explicite, quoi. C'est la déshumanisation, et après, la quatrième étape, c'est l'annihilation de la communauté qui n'est plus que Untermensch. Donc, la première étape, c'est la création, c'est en fait le discours qui crée une différence, pas polarisée, mais une différence. C'est vraiment oublier les similitudes, les ignorer, les minimiser. Donc, on a tout de suite un endogroupe, un exogroupe. Et la deuxième étape, c'est là où est le discours surtout de haine implicite, c'est créer une polarité, créer justement nous contre eux, par certaines métaphores. Alors, explicite, c'est insulte, mais par les métaphores, la métaphore du parasite, par exemple, pour les migrants ou pour la communauté LGBT, parce qu'il n'y a pas assez de bébés, enfin, etc. La métaphore aussi du fardeau par rapport à la migration, beaucoup d'enfants, ils ne travaillent pas, ce sont des assistés, etc., etc. Donc, ces discours mènent justement à une pensée polarisante et polarisée. Et ce qui est important, c'est qu'il y a cette valeur qui est inférieure ou une idée de dangerosité par rapport à une communauté et qui devient intrinsèque. C'est-à-dire que dès que l'on voit un individu de cette communauté, automatiquement sont associées ces valeurs. Et le discours implicite a une énorme importance parce qu'on n'y fait pas attention. Et du coup, c'est le truc de Hegel, hein, vous répétez un mensonge 10 fois, il devient une demi-vérité. Alors, exemple de métaphore raciste, en voyant ces animaux en Arabie Saoudite, hein, qui est un pays riche, bah oui, mais ça veut dire, ah oui, mais ce n'est qu'une métaphore. Bah oui, mais n'empêche que on met une certaine communauté dans une hiérarchie qui est subalterne, hein, aux êtres humains, et ça peut légitimer certains traitements, certaines lois spécifiques à cette communauté, parce que justement, ça influence la pensée, la perception des communautés. Alors, il n'y a pas de question sur le temps 2, peut-être réaction pour que je ne parle pas tout le temps, parce que c'est pas marrant, quoi. Après, vous allez vous endormir, mais alors complètement. Non? Ah, Justine, ça va. Justine, ça va? C'est bon? Tout va bien. Tout va bien. Bon, alors, on arrive au temps 3. Le test, hein, et avec l'exemple de la pancarte de Fristock. Ou Fristock, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, le test de la convention, j'ai très contente que que vous ayez pour la plupart regardé le contexte, parce que c'est justement ça sur lequel travaille Rabat. C'est le contexte social et politique lors de l'énonciation du message, le statut de la personne dans la communauté de l'orateur et de l'oratrice, dans la communauté, hein,
pas en général. L'intention évidente d'inciter le public contre le groupe cible, le contenu et la forme du discours, l'étendue de la diffusion du message et son impact prévisible, la probabilité de conséquences dommageables, y compris leur imminence. Donc, on va voir ça. J'ai regardé des résultats juridiques, des décisions juridiques par rapport au discours de haine. Il y a certains de ces éléments qui reviennent. En fait, l'impact, par exemple, et le statut de la personne qui a parlé, c'est pris en compte en général. Mais ce qui est important, c'est aussi pour nous, dans notre communauté, qu'on les prenne en compte. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder, bon, alors le contenu, forme du discours, on regarde la dimension locutoire, l'intention, l'illocutoire, le statut des locuteurs, le contexte, ça influence sur la force illocutoire et perlocutoire, et la probabilité de porter préjudice et la diffusion du message, c'est aussi plus particulièrement la force perlocutoire du message. Alors, le contexte sociopolitique, j'explique un petit peu en détail. Alors, c'est vraiment le moment où l'énoncé est prononcé ou alors où il est diffusé. C'est important pour évaluer si cette déclaration est susceptible d'inciter à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Donc, il faut regarder vraiment le contexte à ce moment-là de la société. La position, la fonction, le statut de l'orateur ou de l'oratrice par rapport au public, parce qu'ils vont influencer à la fois l'intention et l'impact prévisible. L'intention de l'orateur et de l'oratrice, on pourra le deviner par rapport à sa position, sa fonction et son statut. Par exemple, Trump, on connaît. Et l'impact prévisible par rapport à leur force de persuasion dans leur communauté. Ensuite, troisièmement, l'intention de l'orateur ou de l'oratrice est fondamentale, évidemment, on l'a vu, à toute poursuite judiciaire, mais le problème, c'est que c'est très difficile à prouver, car elle peut toujours être niée. Moi, j'ai regardé les résultats dans les poursuites judiciaires en Europe contre les discours de haine, c'est très, très faible, très faible. Il y a déjà très peu, bon, déjà, la police a du mal à décider que c'est contre des communautés spécifiques, qui a un caractère racial ou sexiste ou homophobe. Et ensuite, si c'est enregistré, qu'il y ait une procédure et au cours de la procédure de décider qu'il y avait l'intention, c'est vraiment compliqué. Donc, simplement pour vous dire que même si ça existe, après, il y a toujours appel au fait que on n'a pas voulu, on ne comprenait pas ce qu'on faisait, etc. Alors, le contenu du message, évidemment, mais il faut se focaliser sur le degré de provocation et la manière directe ou indirecte de provoquer. Ensuite, l'étendue de la diffusion, il faut que ce soit public. Si vous dites n'importe quel acte de langage discriminant à quelqu'un comme ça, dans la rue, vous ne pouvez pas être accusé apparemment de discours de haine. Et la probabilité et l'imminence d'une action lors de la réception du message, c'est-à-dire le degré de risque d'avoir des conséquences. Bien, donc ça, c'est tous ces éléments, s'ils sont pris systématiquement, et donc on pourrait faire des algorithmes qui prendraient ça en compte, pourraient justement donner une idée un peu plus claire de ce qu'est le discours de haine implicite avec son impact. Alors voilà, la pancarte donc ci contre est devenue virale sur Twitter au mois d'août 21, donc il y a à peine un an, brandie par une manifestante Freestone lors d'une manifestation anti-pass à Metz. Bien, alors vous la voyez, donc le contexte, vous vous rappelez, la pandémie, polarisation de la société française, pro-vax, anti-vax, qui est complètement fou d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est pro-vax et qu'on n'est pas vacciné, on est anti-vax, mais ce n'est pas grave, c'est toujours des raccourcis. La pancarte a été brandie dans une manifestation antigouvernementale, donc, pour protester contre la décision d'exiger un pass sanitaire. Bon, voilà, donc là, on est dans, justement, manifestation, non, je suis contre le pass sanitaire. Le problème, c'est que l'extrême droite
a tenté de contrôler ces manifestations. On se rappelle, enfin plutôt de récupérer ces manifestations. On se rappelle, Philippot, bien sûr, à Paris, et aux dépens des objectifs des manifestants. Et ça, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup assimilé les manifestants anti-pass comme extrême droite, ce qui est vraiment dommage. Bon, bref. Mais en l'occurrence, Fristo est d'obédience d'extrême droite. Hein. Elle était RN, enfin, c'est une femme politique qui appartenait au Rassemblement national. Alors, l'affiche, donc le contenu, le contexte social, c'est politique. L'affiche fait référence à une théorie du complot qui circulait dans les réseaux sociaux sur l'origine du virus, etc. Alors, les théories du complot, qui est le nouvel ordre mondial, the New World Order. Ah, très bien, récupération anti-vax pour extrême droite. Super, merci. Comme je dis, il faut vraiment qu'on récupère aussi le chat parce que c'est très intéressant, il ne faut pas que j'oublie. Qui refait surface. Alors, cette théorie du nouvel ordre mondial est très ancienne. Très ancienne. Je fais référence au bouquin de Goldberg. Ça vient des États-Unis du début du XXe siècle. Dès qu'il y a un problème majeur, il y a un nouvel ordre mondial et une certaine communauté qui est visée comme originaire de cet nouvel ordre mondial. Donc en 1915, on a eu le président tchèque, le premier ministre hongrois Orbán. D'ailleurs, j'ai un chapitre sur lui. Merci, celui dans la revue Sciences sociales sur les spécificités. Ah, ben, très bien. Bon, alors on va voir tout ça. Et le Premier ministre italien Salvini, ils ont tous repris cette… mais il faut faire son autopromotion parce que sinon personne ne l'a fait pour nous. Hein. Je vous dis, ça c'est certain. Et qui ont fait clairement allusion à cette conspiration, à cette théorie du complot. Pardon, ce n'est pas conspiration, maintenant on dit théorie du complot. Donc la version actuelle considère que le monde est ou sera gouverné par un gouvernement mondial totalitaire qui sera entre la main de quelques économistes et financiers. Et parmi les financiers en question, justement, il y a Rockefeller et Rothschild qui sont toujours présents. Et il y a le caractère antisémite de telles théories qui ont été vraiment plusieurs fois soulignées. Donc ça, c'est une chose. Hein. Au niveau du contexte, bien sûr, c'est anti-gouvernemental, mais c'est dans des manifestations qui peuvent être aussi extrême droite. Et justement, l'extrême droite récupère aussi le nouvel ordre mondial avec cette idée de nouvel ordre mondial banquier et économique. Alors, le contenu, la forme du message, on l'a vu. Hein, c'est une pancarte manuscrite improvisée qui répertorie en noir les noms de 13 personnalités. Donc, sa défense à elle, c'était ils sont pas tous juifs. Donc, pourquoi est-ce que vous me parlez d'antisémitisme ? Sa défense, c'était qu'elle voulait juste dénoncer les personnes qui avaient créé cette politique sanitaire. Donc, c'est-à-dire la politique des vaccins. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres, intellectuels économistes, qui n'ont pas un lien apparent avec la politique des vaccins. Alors, les points de suspension qu'on va voir là sont intéressants aussi, hein, les points de suspension ici, parce que est-ce que la liste n'est pas finie ou est-ce que ça veut dire qu'on doit finir le message, hein, et par comment va-t-on finir le message qui est donné par ce rébus, qui est en fait une sorte de rébus. Alors, le plus important, évidemment, c'est traître au centre et le mais qui est justement là fondamental. Ce sont les deux éléments fondamentaux pour l'interprétation justement du contenu. Et on va voir pourquoi. Parce que si on dit mais qui et avec les petites cornes, c'est-à-dire qui sont les diables, automatiquement on a la réponse que ce sont ces personnes qui sont citées. Le problème, c'est que le mais qui ne vient pas de nulle part. Donc, c'est là où il y a le numéro 3, l'intention d'inciter le public contre un groupe cible, qui est beaucoup plus clair. Bon, si on est d'accord que la force élocutoire probable de Fristo, c'est bien sûr une théorie du complot.
Maintenant, elle se défend d'être antisémite. Cependant, la question « mais qui ?» fait référence à une interview télévisée qui a eu lieu le 18 juin 2021 sur CNews et interrogée par Pasternak, qui voulait que Delavarde précise « mais qui contrôle les médias ?» Celui-ci a répondu « Vous savez bien qui contrôle les médias dans le monde et en France, vous savez bien qui contrôle le blabla, qui contrôle le New York Times, qui contrôle, etc. » Il a fait tout un laïus à ce sujet. Il a d'ailleurs été accusé, je pense qu'il a été accusé et aussi condamné, pour diffamation publique et incitation à la haine et à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Donc, il a été condamné pour discours de haine. On peut se demander si Fristo ignorait tout de même cette condamnation et le fait que justement, mais qui faisait référence à cette interview. Parce que partout sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y avait ce hashtag qui est devenu un mot de ralliement chez les conspirationnistes, les théoriciens du complot, et c'est une phrase codée qui permettait de désigner un responsable de la crise. Donc, ça paraît très invraisemblable que Fristo ne savait pas que le Meki faisait référence justement à une condamnation au discours de haine. Donc, comme la théorie du complot ciblerait la communauté juive, on pourrait franchement douter de ce que Frisco avance en disant qu'elle ne faisait que de dénoncer et identifier des personnages qui étaient très importants dans la crise sanitaire. Mais c'est une supposition, mais il faut le prouver quand il faut condamner. Alors, le statut de l'auteur et 5, l'étendue de la diffusion. Alors, comme mentionné, le statut, la position du locuteur, enfin, c'était de la locutrice par rapport au public, peuvent influencer l'intention et l'impact. L'intention et l'impact de la pancarte. Fristo est une femme politique ratée, d'accord, ayant subi un revers magistral aux élections sous la bannière du Rassemblement national. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a qualifiée d'incompétente et l'a radiée du Front national. N'empêche qu'elle était du Front, enfin du Rassemblement national, pardon, radiée du Rassemblement national. En fait, je ne sais plus si elle était radiée du Front ou du Rassemblement, parce que je ne sais plus si c'était avant ou après qu'elle a été radiée. Alors, donc, le statut de l'auteur, est-ce que ça va influencer? Enfin, moi, je ne sais pas si vous voulez intervenir, vous levez vos mains, parce que c'est important d'avoir tout de même un échange. Est-ce que le statut de l'auteur va influencer dans la mesure où personne ne l'écoutait, apparemment? Et surtout, l'étendue de la diffusion, c'était une pancarte qui se baladait comme ça dans une manifestation anti-pass, comme il y en avait beaucoup. Et en fait, elle aurait été complètement inconnue si les associations pour les droits humains et si les politiciens n'avaient pas justement accordé une attention à la photographie, à la pancarte, pardon, pas à la photographie, parce que, voilà, je vais vous montrer une autre pancarte. Autre pancarte une semaine plus tard, pas dénoncée par les pouvoirs publics. Alors, moi, je suis désolée, mais moi, ce que je vois, non pas sanitaire, qui ne peut-on pas critiquer, qui est l'ennemi, qui se sent visé, mais qui, moi, je pense, vous pouvez me contredire, il n'y a aucun problème, on peut partager, mais franchement, le graphisme et les couleurs, ça fait tout de même fait référence à des trucs nazis. D'ailleurs, ça a été mentionné dans les commentaires qui ont été écrits sous cette pancarte. Alors, des phrases telles que « qui ne pouvons pas critiquer »,« qui se sent visé », et justement, c'est après les dénonciations des associations pour les droits humains et les associations contre l'antisémitisme. Alors, du coup, on peut se dire c'est plutôt une référence directe à la communauté juive que les inférences sur le signe de Fristo. Mais cette affiche n'a eu aucune publicité et n'a eu aucun impact public. Alors, ça nous pose la question sur la politique consistant à confronter de tels affichages dans les débats publics. Ça, on va le voir dans notre dernière section. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que si on prête attention, oui, typographie gothique, oui, d'accord, gothique, mais vous ne trouvez pas… Alors, David, est-ce qu'on peut écouter David? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un échange avec Emmanuel? Oui, bonjour.
Oui, alors vous ne trouvez pas que c'est clairement nazi, non? Ah je dis que justement, le fait qu'il y ait le rouge, Oui. le noir et ces typographies incite à penser effectivement qu'il y a une esthétique nazie. Ben oui, mais je suis Johannes, complètement... vous n'êtes pas d'accord. Hein. Mais... Ah non, mais moi je suis... Oui. Ah mais moi je suis d'accord avec cette analyse-là. Ouais. Bah moi, franchement, je l'ai testé. Ce n'est pas la typographie gothique utilisée par les nazis. Oui, mais moi, écoutez, oui, mais ça s'en rapproche. Bon, il y a quand même un jeu visuel. Oui, c'est ça. Il y a un jeu visuel quand même. Moi, je trouve qu'il y a un jeu. Moi, je l'ai testé autour de moi et ça a été assez clair que les gens disent oula, ça fait penser. Hein. Ça fait penser au truc nazi. Donc, bon, les gens ne sont pas comment dire. Et par ailleurs, pour avoir travaillé un peu avec le mémorial de la Shoah à Paris, quand on voit sur les réseaux sociaux ce type d'esthétique-là, c'est vraiment rattaché à ce champ visuel. Bah donc, oui, ouais. Enfin, non, il n'y a pas tellement de doute sur l'intention qui souhaite être véhiculée. Voilà, alors là, franchement, il n'y a aucun doute. Et ça mais c'est passé complètement inaperçu. Hein. Donc, c'est ça, moi, si on reprend la défense hein, de Fristo, enfin de ses avocats sur l'étendue de la diffusion, bah, bien sûr, ça a été public et il y a eu un impact. Pourquoi il y a eu un impact? Parce que vous l'avez rendu public. Sinon, personne n'aurait fait attention. Donc, ça pose la question vraiment de la politique à suivre par rapport à ça. Ensuite, le sixième constat, c'est la probabilité d'action, y compris leur imminence. Alors, attendez, il faut que je mette mon truc de... Je suis désolée, je mets mon truc anti-moustique justement parce que je suis vraiment allergique aux moustiques. Et comme le soir tombe, enfin, il est 4 heures, mais donc... il commence déjà, donc voilà. Donc, la probabilité d'action, y compris leur imminence. Alors, l'affiche a provoqué évidemment un tollé parmi les politiciens et les militants. Cependant, une analyse des réactions de Twitter et des journaux en ligne révèle que ce tollé n'est pas partagé et que la situation est beaucoup plus complexe. La force perlocutoire, c'est-à-dire l'effet attendu sur l'auditoire, et donc la probabilité d'action, dépend dans une large mesure de la connaissance que l'auditoire a déjà d'un tel complot. Alors, pour évaluer la force de l'affiche, nous avons collecté un petit corpus de 255 commentaires. C'est ce que j'ai trouvé hein, sous 2 articles en lien avec le sujet. Et un certain nombre de commentateurs ont déclaré qu'ils ne voyaient pas à quoi le qui faisait référence. Donc, ça peut être honnête ou pas honnête, mais moi, je l'ai fait moi-même. Hein, parmi d'autres personnes, ils n'ont pas compris. Hein, ils n'ont pas compris le qui. Parce que bon, ils n'étaient pas dans cette mouvance. Donc, quand on est dans la mouvance identitaire, on comprend, mais si on ne l'est pas, ce n'est pas évident. Alors, il y a à peu près 80% qui ont montré des réactions similaires à celles dans la diapo que je vais vous donner là. Attendez, pardon, c'est là. Voilà, alors les réactions, c'est ne pas comprendre les messages, antisémites, tout ça, je suis con, mais je ne vois pas le rapport avec l'antisémitisme, mais il y a quoi de raciste, je ne vois pas l'insulte de juif. Bon, ouais, là on joue sur l'implicite. Interpréter la réaction aussi du ministre de l'Intérieur comme un stratagème pour discréditer des milliers de personnes qui manifestent contre les mesures sanitaires. Oui, parce qu'on va voir Darmanin, on va voir la réponse institutionnelle. Alors, je ne vois pas où est l'antisémitisme là, à part sûrement un truc politique pour insulter les manifestants. Hein, les gens, il y a certaines personnes qui ont vu que c'était un truc récupéré par le gouvernement pour justement déstabiliser les manifestations et les présenter comme complètement reprises par l'extrême droite et donc déstabiliser le mouvement contre le pass sanitaire. Bien, voilà. Donc ça, c'était le temps 3 en ce qui concerne le test de Rabat. Et si on prend le test de Rabat, c'est pas clair. Hein, c'est pas clair que Fristo avait un discours de haine, bon, explicite non, implicite,
il y a des choses qui ne sont pas claires parce que c'est au niveau du statut, au niveau de l'impact. Si on reprend justement ce test, toutes les cases ne sont pas cochées. Donc, au point de vue juridique, c'est vraiment en balance, hein, qu'elle soit condamnée ou pas, surtout quand on voit justement l'autre pancarte. Et la récupération politique, hein, le fait qu'elle était condamnée parce qu'effectivement, on va le voir là, hein, voilà, dont Darmanin, attendez, je vais l'agrandir, ben, je ne peux pas l'agrandir là, Darmanin tout de suite, hein, dès le lendemain, vous voyez le 8, hein, le 7 c'était montré, le 8 tout de suite, cette pancarte est abjecte, l'antisémitisme est un délit et en aucun cas une opinion, etc. Donc tout de suite, Darmanin a déclaré, hein, a fait une déclaration juridique par rapport à la pancarte. Quoi qu'on pense de la pancarte et quoi qu'on pense de Fristo, il faut attendre une décision juridique avant de déclarer quoi et quoi. Parce que sinon, ça devient difficile d'avoir des, comment dire, des tribunaux qui puissent juger, disons, plus ou moins indépendamment. Alors, en septembre, il y a eu une première condamnation. Donc, le procureur avait demandé 3 mois de prison avec sursis. Et en fait, la décision finale, le 20 octobre 21, c'est 6 mois, hein, de prison avec sursis, plus sévère que les 3 mois de prison requis par les procureurs, et 350 € à donner aux 8 groupes antiracistes et pour les droits de la personne qui se sont portés partie civile et aussi comme partie plaignante. Donc, voilà, donc ça a été la décision officielle. Et comme je dis, ça a été aussi, c'est passé par le tribunal. Maintenant, pour partir pour le tweet de Trump, ce tweet, moi je pense que comme vous, hein, c'est explicite. Si on reprend, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il est 4 heures et je dois finir, mais si on reprend le test de Rabat, lui, il coche toutes les cases. Toutes les cases. Il a le statut, il a l'impact, il a comment dire, le contenu, la forme, le contexte, etc. Je vous rappelle un principe similaire, d'accord? Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que Twitter a fait une faute dans la mesure où il a laissé le tweet, il a refusé que ce soit partagé, d'accord? Il a refusé, il a simplement mis un avertissement, attention, ce tweet est un appel clair à la violence. Si c'est un appel clair à la violence contre une certaine communauté, ben, c'est le discours de haine et selon la charte de Twitter, ça devrait être enlevé. Bon. Donc, il y a justement une différence de justice selon les autorités qui sont mises en place. Alors voilà, les responsables de Twitter, ça a été signalé comme glorifiant la violence, refusé de supprimer le tweet parce que voilà, c'était digne d'intérêt partagé par une autorité avec des millions d'abonnés. Alors parce que c'était digne d'intérêt, il fallait justement le laisser. Alors, notre suggestion, moi, c'est suivre McGowan, c'est que le discours de haine s'autorise par l'absence de toute remise en cause des présupposés sur lesquels il repose. Et que si on ne met pas en cause ah oui, bah, très bien, Chapoutot. Oui, oui. C'est intéressant parce que pour excusez-moi, là, je réponds au chat, mais effectivement, l'Antiquité, vous savez que le groupe néo-nazi, là, Elam, enfin nous c'est Elam à Chypre et c'est Obdoré qui est maintenant groupe terroriste en Grèce, ils ont repris la Twatsika en disant que c'était en fait grec, hein, que ça revenait aux origines grecques et que donc c'était pas nazi dans la mesure où ils reprenaient leurs biens qui avaient été récupérés par les nazis. Donc c'est assez intéressant. Bien. Alors, juste pardon, justement sur cette pancarte avec cette typographie, est-ce que vous pouvez revenir sur le visuel qui nous montrait le commentaire que vous aviez fait à côté parce que je l'ai vu passer, mais très rapidement, si c'est possible. Oui. Merci beaucoup. Ah, voilà, ici. Où est-ce qu'il est? Attendez. Je l'ai vu, voilà. Là.
Les phrases telles que « qui ne voulant pas critiquer » sont également des références plus directes peut-être à la communauté juive que les inférences sur le signe de Frisco. Oui, Cette affiche n'a reçu aucune publicité et donc eu aucun impact public. Merci. Cela nous amènera à nous interroger sur la politique consistant à confronter de tels affichages dans les débats publics. Merci. D'accord. Et moi, je pense, pourquoi je dis communauté juive, parce que qui se sent visé, ça fait référence justement aux condamnations le 8, parce que ça, c'était le 15 ou le 16 août. Ça fait référence aux plaintes, justement, de la CRIF. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, sur le TV France, elle a été diffusée. Cette pancarte a été diffusée sur France Info? Alors, je ne sais pas. Je vais revenir. Oui, oui. Oui, elle a servi d'illustration à un article sur les dérives antisémites du mouvement. Ah, super. Il va falloir que je regarde si vous pouvez me donner la… Parce que je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc… Je vais vous copier dans le chat si vous voulez. Oui, c'est sympa. Merci. C'est pour ça c'est bien de partager. Alors c'est quoi? Donc, c'est justement les présupposés sur lesquels il repose. Si on supprime, on n'interroge pas les présupposés. Alors, c'est justement le but des contre-discours. L'approche tente d'affecter le comportement de ceux qui sympathisent ou participent à l'extrémisme, violent, mais tout extrémisme ou tout anti. Ils encouragent également le lecteur passif ou les lecteurs, enfin moi j'ai traduit, à condamner les commentaires haineux tout en aidant à déclencher des sentiments positifs comme l'empathie pour les victimes. Parce que moi, je pense surtout aux gens qui n'interviennent pas mais qui lisent. Alors, si on n'a pas de contre-discours ou de réaction, ça fait que tout l'espace des réseaux sociaux est pris ou par des discours de haine, ou alors on ne répond pas justement, si on les supprime, on ne discute pas par rapport aux présupposés. Donc, il faut construire une argumentation qui lutte contre justement ces présupposés, la déconstruction, favoriser un esprit critique, travailler à la source des préjugés et chercher à susciter des réactions. C'est-à-dire, il faut essayer de justement avoir un dialogue dans les commentaires. Bon, il y a la pancarte, il y a des commentaires. Et dans les commentaires, c'est là où il faut intervenir avec justement des discussions qui soient un peu plus constructives. Il faut surtout reconnaître les griefs et écouter les émotions qui motivent de tels commentaires haineux. Parce qu'il y a quelque chose à la racine. Et il faut essayer de justement discuter pourquoi est-ce que vous avez du ressentiment, pour essayer de déconstruire ce ressentiment. Faire reconnaître aussi les impacts sur les victimes de tels discours et les conséquences qu'elles subissent, avec des exemples, des exemples personnels et pas une contre-argumentation point par point qui en fait envenime, et éviter de renforcer ou d'accréditer ah là là, je vois rien là, bon, je veux pas voir, ou d'accréditer, oui, éviter de se mettre sur les terrains par exemple, des identitaires en s'y engageant et en évitant les thèmes qu'ils soulignent et en mettant d'autres. Merci. En essayant de souligner d'autres thèmes. Alors, ce que j'ai vu, alors ça, je travaillais sur la migration, c'est par exemple insister sur les différents rôles de réfugiés, l'emploi d'histoires vraies, de témoignages attestés, oui, l'humiliation, oui, très souvent, l'origine de la haine, exact. Le ressentiment est très lié à l'humiliation. C'est signaler des hyperliens vers des histoires d'intégration, rappel de la migration européenne avec l'histoire. Et il y a des études qui ont été faites et sur des discours extrêmes, dans par exemple, des discours islamistes, et qui ont été aussi probants. Alors, il y en a comme Speckard qui a eu de bons résultats, et il y en a d'autres qui disent que ça n'a pas trop de résultats. Moi, je pense qu'il s'agit d'intervenir. Moi, je pense qu'il faut vraiment construire, et surtout, on est à l'université, et donc on a des cours sur l'argumentation, sur les
les discours, les réseaux sociaux, etc., comment intervenir par rapport à ça. Alors voilà, merci, thank you. Donc voilà, j'ai fini et on peut discuter. Donc j'arrête de share screen. Je ne sais pas comment on arrête le share screen parce que moi, c'est moi qui dois arrêter le share screen. Oui. Ah oui, alors comment je fais? Live. Normalement, vous avez arrêté le partage d'écran. Moi, j'ai toujours mon share screen. Alors, attendez, le partage d'écran. Non, c'est pas ça. Ah oui, stop share. Voilà, stop share. Voilà. Donc, je vais regarder le chat. C'était très intéressant, le chat. Je vous remercie. Hein, c'était super. Mais je ne sais pas comment on peut le sauvegarder. Vous savez comment sauvegarder le chat? Pour qu'on puisse partager. Ce n'est pas possible. Non. Ah, donc il faut que je prenne les liens là pour regarder. Oui, donc, si vous cliquez sur les liens, normalement, vous allez ouvrir les pages directement, donc vous pourrez comme ça les conserver. Ah oui, 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 super. Voilà, j'y suis. Je suis toujours là, oui, je suis toujours là. Pardon. Alors, je regarde vos... Voilà. Voilà. Je suis désolée, là, je suis en train de faire mon petit ménage parce que je trouvais ça tellement intéressant. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on peut discuter? Oui, qui souhaiterait prendre la parole? Lise, oui. Oui, bonjour. Oui, merci bonjour. beaucoup d'abord. J'ai une question en fait très générale. J'imagine que celles qui suivront entreront plus dans les détails de votre analyse, mais en fait, vous avez à plusieurs reprises parlé des discours institutionnels, de l'univers juridique, et j'aurais voulu savoir comment vous vous positionnez en tant que chercheuse, comment vous positionnez votre travail et le statut de votre travail par rapport au monde judiciaire. Ah oui. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai intervenu, ou je suis intervenue, dans des colloques qui sont linguistiques et juristes. Hein. On travaille entre juristes et linguistes. Et donc, j'ai remis sur la table, justement, ce test de Rabat. Alors, ça, c'est un questionnement que j'ai aussi. Comment est-ce que je pourrais avoir un impact? Alors, mon dernier article, c'est tout de même dans le Journal international de sémiotique juridique, et donc qui était coordonné par Nathalie Alchiavidou, qui est juriste et qui est avocate. Bon, elle est aussi responsable du ONG. Peut-être que cela aura aussi un impact dans la mesure où elle intervient aussi dans les tribunaux. Donc, mais ça, oui, ça c'est important, et j'aimerais savoir comment. Ce serait plutôt en tant que groupe, comme vous, votre groupe pourrait peut-être avoir un impact si on fait des suggestions, des propositions. Par rapport aux procédures qui sont suivies. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai regardé les différents jugements qui ont été prononcés sur les discours de haine et qui ont gagné, il y en avait un, c'était en Angleterre, il y en a eu en fait deux en Angleterre. C'était, le responsable, je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui avait gagné aux élections, le Brexit, je ne me rappelle plus, ce fameux homme politique britannique qui a tout misé sur la migration. Il y a eu un poster qui a été condamné. Hein? Farage, merci. Voilà, Farage. Farage, il a été condamné, hein, un poster où il était avec No to Islam, avec Barré, et donc ça, protect our citizens. Donc ça a été condamné comme discours de haine, par exemple. Donc, ils ont vraiment pris en compte le contexte, le statut, l'impact de la personne qui est à l'origine du message.
Donc, je pense que d'une certaine manière, il l'applique, mais moi, je me dis que ça pourrait être appliqué plutôt aussi dans les trucs automatiques, là, leurs fameux trucs automatiques de automatisation là, pour tracer les discours. Les discours de haine, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse utiliser, pas pour les dénoncer en tant que tels, mais pour pouvoir répondre de façon systématique. Parce que ça peut être un algorithme. Hein. Ces 6 points peuvent être repris par un algorithme. Et ça peut être à l'origine aussi ce qu'on appelle un sympathetic bot, d'un troll sympathique. Ça, c'était un de mes rêves il y a déjà 5 ans, 6 ans que je voulais travailler là-dessus. Comme il y a des trolls qui provoquent à la haine, il y a des trolls qui justement répondent, qui essayent de désenclencher et qui incitent justement à une contre-argumentation ou à des discours alternatifs. Élise? Oui, merci. Ça explicite des choses. Merci. Et vous est-ce que vous voyez autre chose que l'on pourrait faire? Il faudrait que je regarde ça. Ah, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre que je conçois. Enfin, c'est un questionnement de ma part, mais je ne suis pas sûre que je conçois la recherche comme devant être porteuse de solutions pragmatiques. Donc, ça, c'est un chantier pour moi, donc je ne pense pas que je puisse apporter des pistes en ce sens. Ah oui, bah moi j'en ai tellement assez d'être dans ma bulle que, en fait, je travaille aussi pour ONG et je trouve qu'on peut beaucoup apporter, en fait, aux ONG avec ce qu'on fait dans nos bureaux sur le terrain. Et voilà, donc je pense qu'on a besoin. Enfin, moi j'en ressens vraiment le besoin d'avoir un impact. Et je conçois parfaitement que la recherche, c'est la recherche. Mais c'est pas tant que je conçois une recherche comme une recherche détachée du monde, non. dans sa tour d'ivoire. J'ai juste un doute sur les solutions ultra pragmatiques. Je pense qu'on peut clairement collaborer. Oui, voilà, c'est ça. Et apporter, mais, voilà. Mais parfois, quand on cherche une solution directe, on va parfois un peu trop vite en termes de présupposés. Mais ce n'est pas du tout un jugement critique que je porte ici. Oui. Non, mais peu importe. Hein, peu importe. C'est vraiment un questionnement qui m'anime aussi. Mais, et il est clair que vouloir que simplement notre recherche reste dans un cercle fermé n'est pas du tout un objectif. Non, mais c'est le côté pratique. Hein. On parlait du côté pragmatique. Hein. Oui, enfin, d'où ma question vis-à-vis d'où ma question vis-à-vis du système judiciaire. Oui. Ça me semble être un rapport à questionner simplement. Oui. Mais de plus en plus dans les projets européens, ils tentent de faire ça justement. Oui, ça me pose question. Voilà. Oui. Bien sûr. Merci. Ah oui, je vous en prie, Élise. Merci pour votre question. Merci. Je crois que Johannes voulait intervenir. Oui, Johannes. Oui, moi aussi, je m'interroge un peu sur le lien où on essaie de peut-être arrêter le son. C'est bon? C'est mieux, d'accord. Je pense qu'il faut simplement éteindre, non? Ah bon? Ah oui, bien sûr. Je l'éteins ici. Et allume-la et Christine. Alors, si toi tu... Non. Voilà. Si toi tu éteins, voilà.
Je pense que maintenant, c'est mieux. Hein. Voilà, je m'interroge un peu sur les mêmes questions du rapport entre le système judiciaire qui, lui aussi, est un système de pratique discursive, d'interprétation, de construction de sens, avec une visée, bien sûr, normative qui procède par des tests, par des règles très explicites, positives, alors que c'est tout à fait partie d'une société où n'importe qui participe dans ces productions de sens qui a priori, n'a pas forcément de hiérarchie entre les citoyens. Donc, je me demande comment on peut saisir le rapport du système judiciaire à la richesse empirique qu'on peut observer quand on essaye de voir quelle est la réception de ces discours et de ces messages dans l'expérience que j'ai dans d'autres domaines. Normalement, les participants d'un discours on a tendance de créer toutes sortes de sens très différents du même texte. Le sens est quelque chose de très instable, très peu partagé, alors que tout le monde est tout à fait obstinément convaincu que sa propre interprétation et l'interprétation de la collectivité, c'est un peu constitutif, à mon avis, de toute cette pratique de construire le sens, parce que voilà, on essaye de comprendre ce que les autres comprennent. Et donc, il y a cette idéologie que notre propre interprétation soit voilà, l'interprétation universelle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde avec une visée empirique, là, je parle en tant que sociologue. Normalement, voilà, saisit le monde social dans sa richesse empirique et pas avec une visée normative. Donc, ce que je vois avec ce que vous faites, vous soulevez la question comment on peut arrêter, décider de manière juridique, légale, avec les moyens, les ressources qui sont disponibles dans le système juridique, le sens par rapport à cette richesse. Et je me demande quelles sont les limites de cette approche qui, bien sûr, implicitement ou explicitement, fait référence au sens empirique. C'est impossible que le système juridique fonctionne sans cette idée de faire répliquer le sens tel qu'il est partagé par les citoyens. Alors que les moyens, les pratiques dans ce système juridique sont très différentes de tout ce qu'on peut observer dans la recherche sociale. Hein. Ce n'est pas des enquêtes, on ne fait pas des interviews avec les citoyens, on ne fait pas voilà, des recherches de corpus systématiques. Et je me demande donc quel serait l'apport de ces méthodes, disons, sciences sociales qu'on peut aussi trouver dans les études du discours pour le système juridique, vu l'effet et l'impact qu'on aimerait tous produire, bien sûr. Ah oui, alors c'est une grande question. C'est une grande question. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder si de voir combien est complexe, évidemment, la construction du sens et combien cette complexité est en fait simplifiée d'abord par le politique, comme on a vu par exemple avec Darmanin, qui a tout de suite décrété quelque chose, et par certains médias aussi, et que si on n'a pas, même s'il y a une profusion de sens, si on n'a pas quelques repères, comme justement cette pluralité de contextes que propose Rabat, ça n'aide pas à clarifier un petit peu une certaine procédure.
en fait, dans le cas là, dans le cas présent, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu dire exactement ce qui s'est passé avec la pancarte de Fristo au niveau de l'impact, etc. Et c'est ce qui se passe très souvent avec les poursuites pour diffamation par discours de haine, etc. Qu'on n'arrive pas à condamner parce que justement c'est complexe. Mais moi je trouve que c'est tout de même un système intéressant justement pour montrer la complexité aux décisions politiques, qui peuvent être d'abord politiques, ou à certaines décisions juridiques qui n'ont pas abordé cette complexité de construction du sens. Donc moi je vois d'abord une sorte de prise de conscience, qu'on a quelque chose à apporter par rapport justement à des décisions qui sont prises médiatiquement ou politiquement sans justement aborder toute cette complexité. Bon, voilà, ça ce sera ma réponse. Mais c'est une grande question. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais enfin, j'espère pouvoir, enfin, pas moi personnellement, mais je vais en discuter avec Alki Avidou, si on pourrait justement essayer d'appliquer une procédure qui rend compte de la complexité et qui ne l'est pas actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a une pluralité de sens, mais dans le monde où nous vivons, j'ai vraiment l'impression qu'on revient à la loi de la jungle et que c'est la personne dominante qui va donner le sens. Et que si on n'a pas tout de même des repères pour faire éclater le sens, à ce moment-là, on peut contrecarrer cette dominance. Voilà, moi ce sera ma réponse. Johannes. Merci. Il y a toujours l'écho qui est très charmant d'ailleurs, ça fait boum, boum, boum. Juste une petite remarque avant de donner la parole à Amal. Je pense que la question de la posture du chercheur, elle est centrale et de la façon dont on aborde ces questions qui sont des questions qui posent des problèmes éthiques aussi. Et il me semble que l'approche pluridisciplinaire est importante parce qu'il y a des approches, j'ai envie de dire, sociologiques, de politistes aussi, qui éclairent les processus, et en sciences de l'information et de la communication, parce qu'il ne faut pas perdre de vue des logiques aussi communicationnelles et qui, je dirais, sont propres aussi à l'extrême droite depuis fort longtemps, qui visent aussi à occuper l'espace médiatique, à être visible et donc à endosser parfois des procès, mais parce que ça donne de la visibilité aux acteurs, à leurs mouvements et à leurs paroles, et y compris aussi les logiques des plateformes qui ont intérêt à une circulation de contenu, quel que soit le contenu. D'ailleurs, la position de Twitter, même si après il y a eu récemment des positions, alors pour le coup inverse de la part des plateformes pour interdire certains comptes, et en particulier Trump, qui pose aussi des questions sur quel est le pouvoir que s'arrogent ces plateformes pour décider de qui. Mais voilà, donc je pense que c'est des questions extrêmement complexes. Ah oui. Qui exige peut-être une approche pluridisciplinaire pour essayer de voir, oui, tout à fait, comme Julien le souligne dans le chat, dans un contexte de banalisation de l'islamophobie, tout à fait, qui est de succès, entre guillemets, d'idéologie d'extrême droite, qui se banalise énormément. Donc, c'est une question complexe, mais qui fait partie aussi de la stratégie de l'extrême droite, de discours qui contribuent à finalement être naturalisé et être perçu comme étant, oui, bon, voilà, c'est une opinion parmi d'autres, sans que, j'ai envie de dire, la portée de cette opinion d'un point de vue démocratique soit vraiment prise en compte.
Oui, oui, mais justement, Christine, le fait est que cette pancarte a été publiée par Darmanin et par des associations. C'est ça le problème. C'est qu'il y a eu une grosse publicité qui a été faite et ça a profité justement à l'extrême droite. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et oui, c'est pour ça que c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'il faut y répondre, mais il ne faut pas en faire la publicité. Donc, c'est très... Non, c'est extrêmement complexe. Ouais, c'est très difficile. De savoir quelle posture adopter. Voilà. Parce qu'il y a derrière des stratégies d'occupation de l'espace. Voilà, exact. Alors, Amal, je vous donne la parole. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour cette présentation. En fait, ma question est d'ordre terminologique. Est-ce qu'il y a une distinction entre discours de haine et discours d'incitation à la haine? Non. Puis, est-ce que vraiment le discours d'incitation à la haine est sur les frontières des discours de radicalisation? Ou c'est quoi en fait, discours de haine et discours d'incitation à la haine sont deux synonymes ou... Oui, en fait, au point de vue de la définition, un discours de haine, c'est un discours qui incite à la haine ou qui incite qui est un appel à la violence. Donc, il y a en fait similarité dans la mesure où discours de haine, je dirais que c'est discours explicite. Et discours incitation à la haine, je dirais que c'est plutôt implicite. Mais en revanche, au point de vue juridique, enfin, tout ce qui est Union européenne, Conseil des droits de l'homme, etc., c'est un discours qui incite à la haine ou un appel à la violence contre une certaine communauté ou certains individus. Donc, le discours d'incitation à la haine, c'est exactement la même chose par rapport au discours de haine. C'est au point de vue, et au point de vue radicalisation, c'est pareil. Si la radicalisation, si on définit la radicalisation comme un discours incitant à la haine, alors oui, mais je n'ai pas travaillé sur le discours, sur le terme et le concept radicalisation. Donc là, je ne peux pas m'avancer. Merci. Justine? Oui, merci. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour cet exposé. Puis, c'est vrai que l'engagement, il est présent. Enfin, tous nos terrains de recherche reflètent quelque part aussi de manière implicite nos subjectivités. Alors, il y a deux choses qui font écho avec le champ de recherche dans lequel je m'inscris depuis peu. Mais bon, pas tant que ça aussi, parce que j'ai travaillé sur la banalisation de la violence à travers la circulation des tweets haineux, violents de Marine Le Pen il y a plusieurs années. Et je travaille sur la notion de culture participative actuellement. Et en fait, il y a énormément de travail, il y a énormément de corpus, énormément dans l'idée d'inciter à. Il y a vraiment cette idée de participation et d'inciter à la participation et de créer de la haine à travers des formats. Alors, il y a le format des mèmes. Oui, des mèmes, exact. Qui sont très présents et des mèmes qui ont une dimension qui peuvent être justement d'incitation à la haine, des bad mèmes, je ne sais pas si on peut dire ça. Et ça pose aussi, alors il y a la question donc, de cette culture participative et la deuxième dimension, c'est en fait le peu d'informations que l'on peut avoir d'un point de vue verbal, puisque souvent la matérialisation du discours se fait à travers de l'image fixe ou vidéo, avec très peu de discours d'accompagnement, ou encore sur TikTok, ce sur quoi je travaille actuellement. Là, je travaille sur un corpus de Chadolf. Alors, c'est une contraction entre le chat et Adolphe, où en fait, il y a en musique de fond des musiques de marche allemande et des musiques ou des sons de coups de pistolet, etc. Et donc, d'un point de vue juridique, je ne sais pas comment on peut aussi prendre en compte la diversité des matérialités qui peuvent être considérées comme étant de la haine explicitée ou de l'incitation à la haine, en fait. Ah oui.
Alors là, franchement, j'ai pas travaillé sur la culture participative. Donc, je l'ai noté parce que je trouve que c'est intéressant et je pense vous contacter d'ailleurs parce que ça m'intéresse ce que vous travaillez sur TikTok et le chat Dolph. Il y a un chat, un CHAT aussi ou pas? CHA Dolph. Non, il n'y a pas le T. Mais il y a aussi le Hitler avec le Kitty et Hitler. Ah oui, d'accord. Il y a le chat nazi. Je suis en train de travailler là-dessus actuellement. Normalement, il y aura un article qui sera publié sur la question. Mais en fait, je pourrais même vous montrer des éléments de corpus pour vous montrer à quel point c'est intéressant du point de vue de ce réinvestissement en termes de culture participative. Et en fait, tout est implicite. C'est très, très fort, en fait. Et on voit bien que on utilise une image qui est légère, gentille. On photographie son chat, voilà. Ah voilà, donc il y a le chat qui est là, hein, le chat est là. Oui. Ah oui, d'accord. Donc le chat est présent, que ce soit un chat sous forme de mème ou alors son propre chat qui va lever la main. Donc la main, la patte. D'accord. Qui fait écho donc de manière implicite au salut hitlerien, ou encore la tache sur les chats qui ont une petite tache noire, donc la référence à la moustache d'Hitler. Et voilà, ce ne sont pas les seules images, mais en tout cas, il y a vraiment des choses intéressantes du point de vue de l'implicite et sur des matérialités autres également. D'accord. Mais ça, c'est diffusé donc en Europe parce que je pense qu'en Europe, normalement, c'est interdit. Non, c'est pas interdit ce genre de manifestation. Alors, justement, ça m'intéresse d'avoir ce cadrage législatif parce qu'on voit bien que dans les publications, entre le moment où j'ai récupéré des éléments de corpus, il y a des publications qui disparaissent. Ah oui, bien sûr. Il y a même des commentaires qui vont dire telle publication a été supprimée, je refais une vite pour que vous puissiez la repartager. Donc, on voit bien qu'il y a une régularisation qui se fait à l'échelle des plateformes, mais après, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du cadrage législatif sur ces questions-là, en fait. Mais moi, je pense d'après mes travaux sur les néo-nazis grecs et grecs chypriotes, c'est très contrôlé maintenant. Autant en 2015, on avait énormément de corpus, de données, autant maintenant, ça disparaît très, très vite. Et c'est embêtant d'ailleurs, quand on écrit un article, on a les données, mais on ne peut pas faire référence dans la mesure où ça n'existe plus du tout. Donc, tous les commentaires ont été supprimés sous les vidéos, etc. Mais il y a un contrôle de la part de YouTube. Il y a le fameux code de conduite de 2016 de l'Union européenne qui oblige tous les réseaux, c'est-à-dire que maintenant, tous les réseaux sociaux, Instagram y est maintenant. Ça a commencé avec YouTube, Facebook et Twitter. Maintenant, pratiquement tous doivent légiférer automatiquement sur les commentaires qui sont des appels à la haine ou discours discriminatoires, mais surtout sur ethnie, etc. C'est surtout ça. Mais ils sont obligés dans l'espace européen. C'est pas pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes critères puisqu'il y a l'article 1 de la Constitution qui est la libre expression, qui est au-dessus, qui suppléante le discours de haine. La liberté d'expression est plus importante. Donc, non, oui, je pense que c'est très, très encadré, puisque d'ailleurs, ça disparaît. Mais oui, c'est un peu effrayant. Les RSN alternatifs, oh là là, c'est incroyable ça. Quelle est la différence avec le mannequin écho et le salut du chat japonais? C'est à vous là. C'est vous qui devez. Le mannequin écho, il ne fait pas partie de mon corpus. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'il y a aussi ce salut avec, oui. Non, mais on ne le trouve pas. Pas en tout cas sur cette problématique néo-nazie.
Éventuellement, si oui, vous, oui, non, oui. vous donner mon contact et puis peut-être oui, bien sûr. puissiez, oui, je demanderai à... sur ces questions-là. Moi, je sais que sur la culture participative, j'ai plusieurs éléments. Et puis, ce qui me manque, c'est plus, du coup, la partie plus juridique. Ouais. Et si vous avez des éléments à m'apporter, ce serait... Oui, bien sûr. Non, ce sera bien d'échanger. C'est pour ça qu'on a en fait cette rencontre. Merci beaucoup. C'est super. C'est très, très, très intéressant, votre travail. Hein. Oui, super intéressant. Y a-t-il d'autres remarques ou réactions ou questions? Oui, Théophile? Oui, je me lance juste comme ça. C'est une remarque assez rapide. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, enfin, juste une idée comme ça, de vraiment distinguer les discours de haine, comme vous venez de parler, Mme Simon, et les discours de haine qui sont issus de théories du complot, puisque moi, je voyais dans votre corpus, c'est la capacité qu'a, quand vous dites qui se sent visé, par exemple, c'est la capacité qu'ont les discours complotistes à pouvoir toujours récupérer, retomber sur leur pied, finalement, dès que leur est opposée une opposition. Quand une opposition leur est opposée, quand elle est récupérée, comme vous disiez, immédiatement par Darmanin, par la justice, c'est finalement une preuve du complot comme existant. Là où, effectivement, peut-être que pour d'autres discours, le fait de supprimer une vidéo de chat avec des références politiques, finalement, on se retrouve. En fait, c'est presque plus potache, en fait. Oui. Voilà, c'était une Oui, idée. oui, effectivement. C'est pratique, la théorie du complot, parce que dès qu'il y a une réaction, ça veut dire ça conforte, oui, effectivement, l'idée qu'il y a un complot. Et aussi le fait que le discours implicite, c'est un petit peu comme l'ironie ou le sarcasme, ça a double entente, et donc on peut toujours jouer sur c'est pas ça que je voulais dire et c'est pas ça que... Et vous m'avez mal compris. C'est un petit peu comme la métaphore, théorie du complot, métaphore, sarcasme, c'est tout ce double entendre qui fait qu'on peut toujours retomber sur ses pattes, en quelque sorte. Et que dès qu'on est condamné, on est dans la théorie du complot. On est condamné parce que, justement, il y a un groupe qui fait que ça fait pression, et voilà. Oui, c'est très bien, oui, merci. Oui, je pense qu'il y a une différence. En tout cas, au moins une différence au niveau de la réponse à apporter, puisque si on est dans des raisonnements qu'on peut qualifier de circulaires et des argumentations qui retournent sur elles-mêmes, qui rebouclent sur elles-mêmes, dans ce cas-là, c'est plus seulement Enfin, alors, avec beaucoup de pincettes et beaucoup de guillemets, mais dans ce cas-là, on est plus parfois dans des logiques qui peuvent être proches de certains raisonnements sectaires ou de certains raisonnements éventuellement, toujours, je mets plein de prudence, mais éventuellement religieux. Donc, l'intervention de justice Voilà, je fais des liens avec mes propres travaux, mais l'intervention de justice, même par rapport on sait qu'il y a des liens entre le complotisme et par exemple la radicalisation djihadiste ou la radicalisation religieuse, par exemple, on voit bien que la justice est très impuissante à répondre à ces choses-là, tout simplement parce que les réponses qu'elle apporte, étant des réponses finalement strictement au niveau du discours, strictement au niveau de l'explicitation des logiques du discours et de pointer pour dire ça c'est des logiques qui ne vont pas, en fait, finalement, les personnes en face peuvent retourner du discours contre du discours. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord, d'où la complexité, d'où la complexité des réponses. Et que vous travaillez sur quoi, Théophile? Justement, sur essayer de catégoriser ces discours-là. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes en plein là-dedans, ouais. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Julien? Oui, peut-être juste un mot pour prolonger un peu l'idée de l'approche juridique, au moins coercitive. Elle peut se révéler tout à fait contre-productive au final, dans la mesure où pour les individus les plus radicaux, c'est quasiment une sorte de titre de noblesse. J'ai été
fact-checké, j'ai été déplatformé, j'ai été condamné. Ça veut dire que moi, je suis un vrai opposant, je suis celui qui compte, celui qui porte le vrai discours alternatif. Et on le voit de plus en plus, ne serait-ce que par la réappropriation, le renversement du stigmate. Je suis complotiste et alors, et puis je suis fier de l'être. Moi, je suis un opposant en conséquence. Si vous êtes encore sur YouTube, c'est que vous êtes finalement un rigolo, l'opposition contrôlée, enfin, tout un vocable aussi qui se met en place. Donc, je ne sais pas si la réponse judiciaire et espèce de shaming ou d'exposure, comme dirait en anglais, médiatique, soit vraiment la meilleure solution, d'autant plus qu'on est sur des notions qui sont quand même relativement floues, qui sont elles-mêmes l'enjeu de débat, de catégorie problématique de catégorie. Qu'est-ce qu'on va qualifier de discours de haine? Qu'est-ce qu'on va qualifier de théorie du complot? Et est-ce qu'on va immédiatement tout discours un peu déviant, un peu radical, être qualifié de théorie du complot? Et ça implique aussi des logiques d'auto-radicalisation en enfermant les catégories des individus dans des catégories, en les assignant. Donc je crois qu'il faut être très prudent quand on parle de ce type de sujet si on ne veut pas amener à des effets tout à fait contre-productifs, notamment pour une judiciarisation à outrance de ces phénomènes-là. Et le cas de Cassandre Fristo, c'est tout à fait ça. C'est parce que c'est Cassandre Fristo qui tient cette pancarte-là et pas les autres pancartes qui ont été médiatisées par le wiki. C'était aussi pratique, quelque part, de tomber sur cette dame qui était identifiée, connue, reconnue, membre d'abord du RN puis du Parti de la France, groupuscule vraiment qui flirte avec ce qu'il y a de pire à la droite radicale, quoi. Avant les néo-nazis, à le Parti de la France, quoi. Oui, oui, et puis c'était propice au niveau politique parce qu'il y avait des élections, etc. Non, tout à fait. Ben, de toute façon, c'est ce qui s'est passé aussi dans les commentaires. Des gens ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire de la publicité, vous êtes en train d'en faire une victime du système. Donc là, vous êtes vraiment en train de jouer son jeu. Et effectivement, oui. C'est pour ça que c'est plutôt au niveau de l'intervention en ligne que ça se joue plutôt que justement de la condamnation et de l'intervention politique. Et moi, je pense que franchement, l'intervention politique était très malvenue. Bon, ça, c'est mon truc personnel, mais c'est un peu décourageant, disons. D'autant plus qu'en fait, on déplace le problème. C'est quand vous déplatformez, si vous voulez, c'est un peu comme dans les logiques de lutte contre l'extrême droite. Vous avez la logique politique et la logique des services, la logique de sécurité. Vous avez la logique politique qui dit on va agir, on va dissoudre tel ou tel groupe parce qu'il est radical. Et dans le même temps, vous allez vous dire, les services de renseignement vont vous dire non, surtout ne les dissolvez pas parce qu'on sait qui c'est, on sait qui ils sont, ils se tiennent un peu entre eux. Il y a quand même des individus qui sont un peu plus âgés, qui ont un peu de bouteille qui les tiennent. Et c'est quand on les perd, qui sont la nature, qui deviennent plus radicaux. Et c'est ce qu'on voit tout à fait, les mêmes logiques avec la déplatformisation des individus radicaux sur YouTube. Ils vont sur Odyssée, ils sont virés de Twitter, ils vont sur Gab, ils vont sur BitChute, ils vont sur Mind. Et là, c'est pire. C'est open bar, ils se lâchent. Ils n'ont même plus besoin de se maintenir dans les canons de YouTube. C'est encore pire. On crée un monstre. Et on pense pour l'instant que c'est bien parce que ça reste alternatif, ça reste minoritaire. Mais dans ces milieux-là, moi, je les connais depuis des années. Pour eux, c'est devenu des pratiques mainstream. Et ils attirent de plus en plus de gens. Dans Google, vous tapez Odyssée, vous tombez sur Odyssée. Vous tapez BitChute, vous tombez sur BitChute, vous tapez sur Gab. Donc, il y a une espèce aussi d'hypocrisie des plateformes. Il ne faut pas être, je crois, tout à fait dupe de ça. Oui, non, mais ça, on l'a dit assez souvent que quand on supprimait tout ce qui était extrémiste, ça allait dans le dark web ou tout ce qu'on peut mettre dans le dark web et puis c'est tout, quoi. Et... Même pas jusque-là. C'est parce que c'est des choses qui sont tout à fait mainstream, en fait, qui sont en train de se mainstreamiser. Oui. C'est pas le dark web, c'est pas des choses complexes, c'est des choses qui sont ultra faciles d'accès, en fait. Ouais. Oui, et puis et aussi, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe. Parce que si on supprime, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas les arguments, on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est très important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et plus on supprime, je suis d'accord, plus on joue le jeu, en fait. On joue le jeu, surtout, on atomise aussi quelque part. C'est ce qui se passe avec les gars qui sont des groupes radicaux d'extrême droite, type Manaf, Nouvelle Action Française, etc. Quand on a dissous la NAF, quand le gouvernement a dissous la NAF, à l'époque ça devait être porte-feu, on s'est retrouvé avec des petits militants bien énervés de 20 ans qui avaient plus le type de 40 ou 50 ans pour leur dire que l'exégète de la pensée de Charles Maurras c'était génial et qu'il ne fallait pas faire grand-chose, qu'on pouvait penser tout ce qu'on voulait des musulmans, et surtout qu'on ne faisait rien. Ça a donné à Aix-en-Provence, par exemple, des tentatives d'explosion de la mosquée, volonté d'assassiner Mélenchon par le gars de Nizan, des choses comme ça, parce qu'il était tout seul. Il n'y avait plus d'encadrement. Quelque part, l'encadrement les tient. Ah oui, c'est très intéressant, hein. Au niveau mouvement social, ça va être très intéressant. Vous avez donc c'est sur ça que vous travaillez? Entre autres. Ah bon, d'accord.
Et donc, vous avez publié sur ça? Sur quoi? Sur ces mouvements, justement, les Odyssée et puis et la mouvance identitaire qui a perdu son encadrement. C'est en cours. Ça, d'accord. Okay. Non. Très bien. Super. Très, très intéressant. Merci pour vos remarques. Et nous aurons peut-être le plaisir d'écouter Julien l'année prochaine. Et d'autres aussi, Justine, peut-être aussi. Donc, et Théophile peut-être, pas, tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter. Peut-être que ce sera le mot de la fin et qu'on va vous souhaiter à tous et à toutes. Je vais redonner la parole à mes camarades de séminaire. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Je donne la parole à Johannes, Luciana et Marc, peut-être pour vous souhaiter à leur tour un bel été. Oui. Alors, on n'est plus du tout habitué au présentiel, on ne sait pas faire, on ne sait pas parler devant un écran et en même temps être avec les autres dans la salle. Merci à tous. Deux, trois choses. La première chose, c'est inscrivez-vous, s'il vous plaît, dans le groupe sur la plateforme DiscoursNet. Sinon, vous ne pouvez pas avoir accès à nos informations, à nos invitations, à nos liens de connexion. Deuxième chose, on va vous envoyer d'ici une petite semaine, hein, Christine, un email en vous invitant à vous proposer volontaire justement pour intervenir l'année prochaine. Et troisième chose, normalement avant la fin du mois de juillet, comme d'habitude, on met en place le programme de l'année prochaine. Alors, ça sera peut-être début septembre, on se donne un mois supplémentaire pour faire ce programme. Mais vous aurez des nouvelles de nous très bientôt par email et toujours, tout le temps sur la plateforme DiscoursNet. Allez-y, vous êtes les bienvenus. Et Johannes, je te laisse pour le dernier mot, qui est celui sur un délété, s'il te plaît. On a tous besoin d'un délété. C'est la fonction performative que vous voulez que je fasse, non? De clore cette très belle séance. Un grand merci à Fabienne Beider pour avoir donné cette communication et à vous tous et toutes d'avoir participé. Donc, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Merci beaucoup et un très bel été et à la prochaine à Valence. Soyons tous à Valence. Au revoir. Merci de nous dire au revoir en silence.